On a affaire à un professeur de l'école vétérinaire, c'est tout à fait différent de ce que je suis. Simplement président de VétInWeb, donc que certains d'entre vous connaissent, bien sûr, où en fait l'objectif de l'entreprise, c'est bien sûr le site VetShop 21 que beaucoup ont connu étant jeunes, MyVetShop aujourd'hui, et surtout, en fait, aujourd'hui, l'ambition de VétInWeb, c'est de devenir la référence digitale française pour les vétérinaires, en permettant d'interconnecter tous les services digitaux sans avoir besoin de sortir et de rentrer d'une page à l'autre. Voilà, on en reparlera un peu plus tard pour ceux que ça intéresse. Jacques a juste 170 slides qu'il doit faire tenir en 1h30, ça va être compliqué. Oui, mais non, ça va aller. Bonjour à tous, donc je me présente, je m'appelle Jacques-Yves Deschamps. Je suis professeur en urgence soins intensifs à l'école vétérinaire de Nantes. Alors nous avons prévu avec Esther un petit programme, donc on m'a demandé de parler du chat âgé et je pense qu'il y avait en filigrane le sujet qui était les comorbidités, c'est-à-dire le traitement simultané d'une insuffisance cardiaque, d'une insuffisance rénale, de l'arthrose, quels sont les médicaments prioritaires, quels sont les médicaments à ne pas donner. Donc, quelles sont les incompatibilités. Et donc, j'ai respecté ce programme que j'ai trouvé sur Internet où tout est décrit dans l'ordre. Et puis, j'ai effectivement fait 4 parties d'à peu près égale importance. Alors, commençons par la première partie du sujet qui concerne les comorbidités et je vais parler essentiellement les 5 principales maladies. Je sais que vous avez une formation sur le diabète et ça a été très en vogue à la sortie d'un médicament antidiabétique oral, donc je ne vais pas en parler beaucoup. Je dirai quand même un tout petit mot à la dernière diapo, mais je vais surtout parler des principales maladies qui vont concerner le chat âgé. On parle de chiens et de chats âgés quand ils ont plus de 10 ans. Ça me paraît un chiffre qui est tout à fait raisonnable. Mais les choses changent. Quand j'étais jeune, mon grand-père à 60 ans, je pensais que c'était un vieillard. Aujourd'hui, on n'irait pas imaginer que quelqu'un de 60 ans est un vieillard. Même quand on meurt à 80 ans, on trouve que c'est jeune pour mourir. Donc les choses ont changé. Et plus on vieillit, au plus on est susceptible d'avoir 1 ou 2 ou 3 maladies, puisque certaines ne sont pas curables. Je pense à l'arthrose, par exemple. Comme elle n'est pas curable, forcément, si elle se surajoute à une autre, comme une insuffisance rénale chronique, qui est irréversible, forcément, on aura 2 maladies, et ainsi de suite. Donc ça va impacter le pronostic. On vit moins bien avec 2 maladies qu'avec une seule. Et on ne décide pas de traiter une seule maladie, on va trouver un compromis pour traiter les 2. Et en médecine humaine, c'est le cas. La plupart du temps, on se met maintenant à soigner des patients qui sont polypathologiques, qui ont plusieurs maladies, et ce n'est plus un motif de consultation, mais globalement un patient gériatrique qui est traité. Et pour les traiter, on va avoir une approche multimodale. C'est une approche que vous avez connue quand on a parlé d'anesthésie avec plusieurs molécules. Il y avait dedans, il y a quelques années, on parlait de l'ajout d'un morphinique. Ce n'était pas évident il y a 20 ans, c'est désormais systématique. L'ajout d'un agent de prémédication, c'est la même chose. Dans l'approche multimodale, on a plusieurs molécules qui sont utilisées, plusieurs molécules ou moyens thérapeutiques, pas forcément des médicaments d'ailleurs, moyens thérapeutiques qui sont utilisés à des doses faibles en dessous desquelles elles ne provoquent pas d'effets secondaires. Et quand on cumule le bénéfice de chacune de ces molécules, on aboutit à un effet satisfaisant sans jamais avoir frôlé la toxicité. Donc on peut avoir un médicament diététique, un médicament de type pharmacologique, une autre prise en charge, par exemple chirurgicale. Les 3 cumulés vont permettre un confort de vie et nous dispenser de prendre des risques pour l'animal qu'on va soigner. Alors j'ai choisi d'évoquer 3 ou 4 exemples, en prenant peut-être le plus fréquent, c'est notre insuffisant cardiaque. Est-ce que celui-ci, on peut se passer d'un diurétique? Est-ce que donner un diurétique, ce n'est pas le prédisposer à une maladie rénale qu'il a latente? Et pour ça, je vais rappeler la donne, mais je vais un tout petit peu parler du chien, d'autant plus qu'au début, ma conférence était chien et chat dans ma tête, et c'était seulement dans ma tête, dans le prospectus, ça ne l'était pas, et donc j'ai dû supprimer des diapos, mais celles-ci, les quelques-unes là, je les ai laissées parce que la distinction est à faire avec le chat. Le chat n'est pas un petit chien, il n'a pas les mêmes maladies, notamment au niveau cardiaque. Alors vous savez que les insuffisances cardiaques ont été gradées, vous voyez le stage ici, de façon à ce qu'on distingue
une anomalie radiologique ou échographique avec une insuffisance, qui n'est pas la même chose. Une anomalie, le cœur est potentiellement défaillant, mais il fait encore un travail, il compense, et les insuffisances, il ne le fait plus. Alors si on résume de façon très schématique la cardiologie, on peut en pratiquement une diapo tout dire. Je n'ai pas le temps de vous interroger, de vous faire participer, mais on va avoir surtout la maladie valvulaire dégénérative, en deuxième, des cardiomyopathies dilatées, et accessoirement des tamponnades ou épanchements péricardiques et des cardiopathies congénitales. Si on est encore schématique, finalement la distinction est assez simple. La maladie valvulaire dégénérative, c'est un chien de petite race, Cavalier King Charles, Caniche, Yorkshire, etc., qui a un souffle, et le souffle d'ailleurs est de plus en plus audible au fur et à mesure des consultations, et puis qui va décompenser avec le temps, comme je le dis. Alors que dans les cardiomyopathies dilatées, on a des chiens de grande race, beaucoup plus jeunes, dans la force de l'âge, vers 6 ans, qui lui aussi va avoir un souffle. Alors on peut se dire, non, c'est une cardiomyopathie, maladie du muscle, il n'y a pas de souffle. Si, parce qu'au moment où il vous est présenté, alors je me présente, je m'occupe du service d'urgence, donc je vois uniquement des chiens en urgence. Je ne fais plus de médecine interne, même si c'était mon métier d'origine. Donc les chiens qui me sont présentés sont toujours des chiens qui sont en décompensation, en œdème aigu du poumon. Donc la cardiomyopathie dilatée qui est présentée en décompensation a un souffle, parce que les valves reposent sur un muscle et la coaptation des valves ne se fait plus correctement au moment où il a décompensé. Accessoirement, les penchements péricardiques, ce sont là aussi, c'est les mêmes créneaux de race, des chiens de race géantes, des dogs allemands en priorité, très largement, des golden retrievers, des labradors, et puis les autres races géantes. Le Saint-Bernard par exemple. Et les cardiopathies congénitales, c'est un petit peu plus simple, elles avaient un souffle depuis toujours. Depuis que vous les avez vaccinées, elles avaient un souffle. Si on résume, tous les chiens qui vont avoir une dyspnée ont un souffle, si la dyspnée est d'origine cardiaque. Ils ont tous un souffle. S'il n'y a pas de souffle, c'est probablement pas cardiaque. En résumé, je n'ai pas besoin en urgence de lui administrer un diurétique. Et si j'ai un chien cardiaque qui décompense, il a un gros cœur gauche. Soit c'est une maladie mitrale et il a une cardiomégalie gauche, soit c'est une maladie, une cardiomyopathie dilatée pour une grande race, et là aussi, il y a un gros cœur gauche. Donc s'il n'a pas un gros cœur gauche, la dyspnée n'est probablement pas d'origine cardiaque. Donc soit vous avez accès à l'échographie, ce qui est la plupart du temps le cas, et c'est souvent facile, soit même la radiographie vous montre une énorme cardiomégalie atriale ici et un œdème pulmonaire. Il n'y a pas de doute, et au stade où nos animaux décompensent, ils sont bien avancés. Donc on a ici une cardiomégalie qui est gigantesque et un œdème. Et dans ces cas-là, il existe des recommandations qui sont bien connues. Elles ont été publiées par l'ACVIM. Elles ont été validées par des experts. N'ayez pas peur de déclencher des insuffisances rénales iatrogènes. La priorité, quand le chien se noie, c'est de lui donner un diurétique. Vous n'avez pas à craindre en priorité d'avoir une insuffisance rénale. Ce qui est en train de tuer le chien dans l'instant, le chien ou le chat dans l'instant, c'est la noyade, donc vous devez donner un diurétique. Et même sans parcimonie, c'est-à-dire que vous ne devez pas être à 1 mg par kilo en attendant de voir s'il répond. D'emblée, vous êtes à des doses fortes, aux alentours de 4 mg par kilo, parce que le chien est en train de se noyer. La maladie rénale est bien moins importante dans ce cas-là. Chez le chien cardiaque, donc, je vous disais, le principe est de traiter en priorité ce qui va le tuer dans les plus brefs délais, sans nécessairement s'occuper de l'autre maladie. En revanche, chez le chat, les données ne sont pas tout à fait les mêmes. Le chat a, lui, une cardiomyopathie, souvent hypertrophique, parfois restrictive ou parfois non classée, mais ce sont des maladies du muscle cardiaque. Et ces maladies vont différer parce qu'elles ne sont pas systématiquement associées à un souffle. Donc, il est plus difficile de les déceler. Donc, vous serez amené à révéler, par exemple, une insuffisance cardiaque occulte sur un chat que vous perfusez trop. D'autant qu'on a tendance à avoir la main lourde sur les perfusions de chat. Et le chat, comme le chien, va faire une insuffisance cardiaque dite congestive, c'est-à-dire qu'il va avoir de l'eau dans les poumons, mais
alors que le chien fait presque tout le temps de l'OAP, œdème aigu du poumon, le chat, dans la moitié des cas, il fera un épanchement pleural. Donc il faut faire attention. L'épanchement pleural est une présentation clinique classique chez le chat, aussi classique que l'œdème aigu du poumon, et on peut avoir finalement autant des cas où on a les deux cas, et c'est seulement après avoir vidé l'épanchement qu'on constate que le poumon n'est pas encore clair, parce qu'il y a en plus de l'œdème. Donc dans un tiers des cas, on a les deux lésions. Alors, tout ça pour dire que j'ai été surpris, si j'insiste sur ces aspects, c'est qu'il y a quelques années est paru dans JSAP, un journal anglais, l'équivalent de notre AVAC en Angleterre, est paru une étude sur 100 chats dyspnéiques qui avait montré que 2 tiers des chats qui étaient dyspnéiques étaient des chats cardiaques. Alors, cette étude m'a bouleversé en me disant finalement c'est très simple, un chat qui arrive en dyspnée, s'il ne lui est pas arrivé un accident de la circulation, je suppose qu'il est cardiaque, je lui fais un diurétique et j'attends que les choses se passent. Mais j'ai eu l'impression, après plusieurs années, que finalement je n'avais pas de telles observations, et donc on s'est mis à étudier nos cas rétrospectivement, et on a fait une série beaucoup plus grosse que 2,5 fois plus grosse que la leur, pour constater que finalement, contrairement à ce qu'ils disent, on n'a pas tant de ça, de chats cardiaques. On a 4 catégories. On a des traumatiques, des respiratoires purs de type asthme ou bronchopneumonie, des cardiaques et des néoplasies. Et aucun élément clinique ne permettait de trancher. La seule différence était l'âge. Les chats jeunes avaient plutôt des traumatismes ou des formes respiratoires, et les chats cardiaques avaient plutôt 11 ans, et les chats à cancer avaient plutôt 11 ans aussi. Donc à part l'âge, on ne pouvait pas s'orienter. Tout ça pour dire que chez le chat cardiaque, il n'y a pas toujours un souffle. Donc il est possible qu'il n'y ait pas de souffle alors qu'il est cardiaque. Et le fait d'avoir un souffle ne vous dit pas que c'est un cardiaque. En revanche, au moment où le chat décompense, il a un gros cœur. On pourrait imaginer que comme la cardiomyopathie hypertrophique fait pousser le cœur vers l'intérieur, le cœur n'est pas gros et il peut nous échapper à un examen radiologique. Non, ce n'est pas le cas, parce qu'au moment où il décompense, comme vous le voyez ici, l'œdème est colossal, et le cœur, on voit qu'il est déjà très très gros. Et puis vous avez désormais un examen qui est accessible à tous, c'est l'échographie avec le focus thoracique. Le rapport atrium gauche sur aorte est gigantesque ici. Plus d'un 6, vous avez un chat cardiaque, et là ici vous le voyez, on l'a à 5 mm, il n'y a pas de doute, le chat est cardiaque. Quand le chat arrive dyspnéique et cardiaque, la priorité, c'est de donner un diurétique. Voilà mon message, j'espère qu'il est passé. Je vois souvent des gens qui hésitent à donner un diurétique en disant « Ah, je n'ai pas fait dosage de créatinine ». Oui, on pourra faire un dosage de créatinine, mais ce n'est pas sa priorité. Si on se bat avec notre chat pour lui faire la prise de sang, on va avoir un cadavre et un dosage de créatinine. L'urgent est de lui donner son diurétique à des doses significatives, et on n'a pas à craindre l'installation iatrogène d'une insuffisance rénale qu'on considère comme pré-rénale. Alors j'étais embêté parce que je disais ça souvent sans avoir d'argument scientifique, et est paru tout récemment, vous voyez 2024, mars 2024, une étude qui compare l'azotémie des chats cardiaques mis sous diurétique, donc des insuffisances cardiaques congestives, ils ont déjà de l'eau dans le poumon, qui compare l'azotémie avant et après, et montre que finalement il n'y a pas de déclenchement, de révélation de l'insuffisance cardiaque à cause du diurétique, ou associé plus exactement au diurétique. Donc n'ayez pas peur, le chat cardiaque qui est en train de mourir d'un œdème aigu du poumon doit avoir son diurétique. Certes, après, il aura un diurétique à des doses plus faibles pour éviter une forte polyurie et une hypocalémie et donc une faiblesse, mais la priorité, c'est de donner son furosémide à ce chat. Je résume un petit peu ce qui était dans la publication. Il déconseillait dans cette publication, j'étais étonné, l'utilisation de CRI, de perfusion continue de furosémide. J'en étais un peu étonné, probablement parce que les gens qui font ça vont perfuser en plus des fluides. Il y a une grande incohérence à mettre un diurétique à un chat et le perfuser en même temps, en disant qu'il va se déshydrater. Quand on veut traiter un chat cardiaque, on veut le sécher. Donc il n'est pas question de le perfuser à côté. On veut le déshydrater momentanément, quitte à, après, apporter des besoins d'entretien. Le deuxième exemple que je voulais souligner, c'est l'insuffisance rénale de l'animal déshydraté qui a un souffle. Je me dis, il est déshydraté,
donc je vais le perfuser. Or, il a un souffle, ou il est suspect de maladie cardiaque, ou il a même une maladie cardiaque avérée. Comment je vais faire pour traiter sa maladie cardiaque? Alors, vous voyez ici, je vous ai remis les stades également de l'insuffisance rénale chez le chat, et on va les discuter ensemble. Le problème qu'il y avait il y a quelques temps, quelques années, plus de 10 ans, c'est qu'on mettait tout dans le même sac. Tous les animaux qui avaient des valeurs de créatinine au-delà de la norme, on les mettait tous dans le même sac. Et donc, on ne pouvait pas comparer les survies, comparer l'efficacité des médicaments. Et donc, un groupe d'experts s'est réuni, qui s'appelle IRIS. C'est une association internationale pour l'étude de la maladie rénale. Et ce groupe d'experts a classé les insuffisants rénaux en stades en fonction de la valeur de la créatinine. C'est vraiment la créatinine le paramètre qui doit vous guider. Alors certes, sont apparus d'autres paramètres. L'urée est un peu considérée, mais attention, l'urée est très tributaire de l'état d'hydratation du chat. Une fois le chat réhydraté, beaucoup d'urée revient à la norme. Mais la créatinine n'est pas dépendante, ou pas autant dépendante, elle l'est un peu quand même, n'est pas autant dépendante de l'hydratation du chat. Après est arrivé des marqueurs précoces de l'insuffisance rénale, et puis des marqueurs le dosage de la protéinurie, parce que des médicaments sont indiqués dans cette situation. Alors, il faut comprendre un petit peu ce qui se passe chez notre chat. Le chat, le chat insuffisant en rénal, pour compenser, il va toujours s'arranger pour avoir une forte pression intraglomérulaire qui est ici. Quelques néphrons, beaucoup de néphrons, 2/3 des néphrons. Alors c'est peut-être cette diapo que je devrais montrer en premier. L'insuffisance rénale chronique résulte d'une somme d'agressions tout au long de la vie du chat qui vont aboutir à une perte progressive, irréversible, du nombre de néphrons fonctionnels. Donc il va en résulter une insuffisance des néphrons capables d'assurer la fonction, et le tiers des néphrons restants, parce qu'il faut entamer les 2/3 du patrimoine néphronique pour avoir des symptômes. Quand le dernier tiers sera entamé, on va avoir des symptômes. Quand il ne reste plus qu'un tiers des néphrons disponibles, que va faire l'organisme? Il va faire travailler davantage les néphrons. Alors ça, c'est un système bien connu, hein. Il y a peu de gens qui travaillent, et ceux qui travaillent beaucoup pour les autres. C'est un petit peu, là, vous voyez ici, un tiers de néphrons disponibles, et ils vont beaucoup travailler. Et pour ça, ils vont maintenir, je reviens ici, une forte perfusion ici au niveau du glomérule. Le glomérule va s'hypertrophier, on aura un super glomérule, et la pression donc sera très forte à l'intérieur du glomérule. Ce mécanisme compensateur qui est au départ très bien, va finalement surexploiter le néphron qui va subir finalement un vieillissement prématuré. Et donc on va le combattre avec certains médicaments, certaines molécules, mais cela vous permet de comprendre le mécanisme dans lequel on est. Notre chat va avoir une polyurie, en général associée donc à la perte de Na+. Chaque fois qu'une mole de Na+ s'en va, de l'eau s'en va. Il va donc être un déshydraté en sursis. Il va compenser en buvant plus. Alors en fait, c'est une perte de la capacité à concentrer les urines. Il compense en buvant plus, donc polyurie, polydipsie. Et de temps en temps, il ne boit pas suffisamment et va se retrouver en insuffisance rénale pré-rénale. Son rein ne reçoit plus assez d'eau. Et donc vous êtes amené à le perfuser. Et c'est ce que vous allez faire. Vous allez utiliser donc une pompe à perfusion pour le réhydrater. Mais attention, s'il est déjà cardiaque, vous devez faire attention à ne pas provoquer une hypervolémie, parce que là, il fera son œdème pulmonaire. Donc vous ne pouvez pas le remplir à toute vitesse si vous savez qu'il est cardiaque. C'est comme ça que l'on gère les comorbidités. Il faut savoir qu'un chat insuffisant rénal chronique, en fait, il évolue très lentement. Et il vous est présenté à l'occasion d'un pic d'insuffisance rénale pré-rénale à cause d'une déshydratation. Donc, ce n'est que l'insuffisance rénale pré-rénale que nous sommes capables de combattre. Quand on vous présente un animal on va dire à 2 d'urée, vous, ce que vous êtes capable de faire, c'est de le perfuser pour combattre la pré-rénale. Et puis déjà, vos paramètres vont descendre par simple effet de dilution. Vous mettez de l'eau, vous dosez le même produit dans plus d'eau,
vous avez déjà une amélioration. Et ce qui n'est pas obtenu, ce qui n'est pas récupéré au bout de 2 jours, ne sera pas récupéré. Si au bout de 2 jours, votre animal est encore à 30 de créate, il sera pour toujours à 30 de créate. Donc, les animaux qui vous sont présentés sont toujours en pré-rénal. La plupart du temps sont en pré-rénal. C'est pour ça qu'ils font un pic. Donc, vous êtes enclin à les remplir, certes, mais s'ils sont cardiaques, cette fois-ci, ils vont décompenser. Donc, la solution, c'est d'éviter ces situations le plus souvent possible, c'est de ne pas avoir de pic. Et là encore, je fais référence au traitement multimodal. On fait appel à tous les moyens thérapeutiques à notre disposition. La maladie est irréversible. Donc, quoi que vous fassiez, ça va s'aggraver. Le but, c'est de conserver le plus longtemps possible des néphrons fonctionnels. On commence par des aliments. Ce sont pratiquement les médicaments les meilleurs. Ce n'est pas un médicament en l'occurrence, hein, mais c'est le traitement qui a fait une grande démonstration de son efficacité. Donc les aliments, je n'ai aucun conflit d'intérêt, j'ai oublié de le dire. Je n'ai pas travaillé pour IS depuis plus de 10 ans. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. J'ai à chaque fois dans mes diapos choisi la molécule princeps connue par la plupart. Hein. J'ai travaillé parfois pour Boehringer, je le reconnais, mais c'est à peu près tout, je vérifie. Donc, on donne des aliments, on perfuse éventuellement par voie sous-cutanée les animaux à un stade avancé. Ce n'est pas une pratique scandaleuse, ça évite les pics où l'animal est déshydraté et va avoir besoin d'une perfusion excessive. On prévient la protéinurie avec les médicaments appropriés, on prévient l'hyperphosphatémie parce qu'on sait qu'elle est liée à une aggravation, une accélération de la maladie cardiaque, et on suit également l'hypertension artérielle parce qu'elle aussi, elle est responsable de dégâts secondaires, et on va les voir dans le détail tout à l'heure. Donc on a vu 2 maladies fréquentes, cardiaques et rénale. Maintenant, la 3e qui va concerner pratiquement tous les chats âgés. Il est peu probable qu'un chat de plus de 10 ans ne soit pas arthrosique, souvent pas à ce stade-là, bien heureusement. Mais on va se retrouver devant un grave dilemme, un dilemme qu'ont beaucoup de vétérinaires. Vous voyez, 70% des chats arthrosiques auraient une insuffisance rénale chronique. J'ai trouvé ce chiffre dans une étude, sûrement est-il exact, confirmé par d'autres études. Et de ce fait-là, beaucoup de vétérinaires vont être réticents à leur donner des AINS, alors que c'est probablement la molécule qui va les soulager le plus. Je dirais que l'arthrose, c'est surtout la douleur qui est embêtante. C'est pas la gêne, pas seulement la gêne à la motilité. Or, on a peur d'aggraver la maladie rénale, et je veux vous rappeler un petit peu le mécanisme comme je l'ai fait ici. Quand on a des prostaglandines qui sont, je dirais, gentilles. Ces prostaglandines gentilles, ce sont celles qui recouvrent l'estomac, et quand on les inhibe, on peut avoir des ulcères gastriques. Et la deuxième type de prostaglandines gentilles, ce sont celles qui protègent le rein contre les variations de la volémie. Quand on est sec, les prostaglandines vont permettre une vasoconstriction ici de l'artériole, et de ce fait-là, de maintien de la perfusion au niveau du glomérule, et donc finalement, le rein s'adapte à l'état d'hydratation du patient, sans insuffisance rénale pré-rénale. Mais si vous avez mis un AINS, un antiprostaglandine, ce mécanisme de compensation ne peut plus être efficace. Et donc, si l'animal est sec, il fera une insuffisance rénale plus grave, voire décompensera de son insuffisance rénale qui juste là était tolérée. C'est la raison pour laquelle on ne doit pas donner d'AINS à des animaux déshydratés, mais seulement à des animaux déshydratés. Vous pourriez très très bien donner un AINS à un chat qui a 30 de créatinine, et je vais vous le montrer dans les études qui suivent juste après. Donc, une chose, donc ces études, je vais vous les citer ici, elle n'est pas dans l'ordre, plusieurs études ont démontré que des chats qui reçoivent un AINS vivent plus longtemps, des chats insuffisants rénaux qui reçoivent un AINS vivent plus longtemps que des chats qui n'en reçoivent pas. Alors ce n'est pas que l'AINS a un effet néphroprotecteur, ne me fait pas dire ça, mais tout simplement parce qu'ils avaient un confort de vie tel que les propriétaires les ont gardés plus longtemps. Donc, on peut diminuer la dose, c'est ce qui est fait dans cette étude ici,
mais en tout cas, on augmente beaucoup le confort de vie et on n'admet pas que, sous prétexte qu'il est âgé, l'animal doit avoir mal ou mourir d'une insuffisance rénale. Je veux revenir ici. Donc, bien sûr, il y a la l'INS, mais là aussi, il y a l'aliment. Il y a plusieurs études que l'aliment a à peu près autant d'efficacité qu'un INS dans certaines situations. Il y a d'autres moyens de gérer la douleur que les INS, qui sont cités ici. Ce n'est pas l'objet précis de l'exposé, mais je voulais insister sur le fait qu'un chat urémique peut avoir un INS. Cependant, s'il fait une crise, il est en insuffisance dite pré-rénale, donc il doit être réhydraté en priorité et ne plus recevoir le médicament qui provoque une vasodilatation. Donc arrêt des INS, arrêt de tout ce qui provoque une vasodilatation, donc les IECA par exemple s'il en reçoit, les sartans s'il en reçoit, vous arrêtez tout ce qui provoque une hypotension, j'ai dit déshydratation, et vous perfusez. Et après, vous pourrez recommencer un traitement classique. Donc, d'où l'intérêt de multiplier les molécules ou les moyens thérapeutiques de façon à éviter l'INS. Alors, on parle depuis tout à l'heure d'animaux qui ont quand même plein de médicaments. Vous voyez, c'est quand même colossal. Et je veux revenir aux réalités du terrain. Je suis un praticien, je soigne des animaux tous les jours. Je prescris des choses tous les jours à des gens. Et comme vous, je fais attention à ce qu'ils seront capables de prendre. Et je me pose des questions. Qui est capable dans la salle de donner 3 médicaments ? C'est vrai, vous le faites tous les jours. Nous avons tendance à prescrire 3 médicaments, mais j'espère que ce n'est pas pour nous, parce qu'on en serait bien incapable. Moi, je ne suis pas capable de donner 3 médicaments le matin, 3 le soir. Deuxième ligne surtout, je ne suis jamais prêt le matin pour donner les comprimés du matin. Troisième ligne, le soir, quand je cherche mon chat, je ne le trouve jamais. Donc, il faut se mettre face aux réalités du terrain. On n'arrive pas à donner tous les médicaments que nécessitent les multiples comorbidités, donc on sacrifie les moins utiles et on donne les plus faciles à donner, je pense à l'aliment, ou les médicaments qui sont soit appétants ou qui se prennent discrètement dans la nourriture. Alors je voulais quand même évoquer l'hypertension artérielle parce que le chat âgé est le champion de l'hypertension artérielle et finalement plus le chat âgé que, comme j'ai pensé longtemps, la maladie rénale. Peut-être que j'ai un biais de recrutement, mais je vois de plus en plus de chats âgés atteints de cette maladie, alors qu'avant, je voyais surtout des chats insuffisants rénaux qui avaient cette maladie. Alors, qu'est-ce que c'est que l'hypertension ? Je demande seulement une équation dans toute ma formation d'urgentiste, c'est la pression artérielle, c'est le débit cardiaque fois les résistances vasculaires. C'est-à-dire que la pression, c'est la force, c'est le sang qui est éjecté par le cœur et les résistances qui sont en face. Le sang qui est éjecté par le cœur, c'est le volume qui est contenu dans le ventricule, multiplié par la fréquence cardiaque. Donc finalement, vous voyez cette équation, pour maintenir votre pression, vous maintenez soit le volume d'éjection systolique, soit les résistances vasculaires. Et en réanimation, un urgentiste, quand il a surtout affaire à des baisses de pression artérielle, et la plupart du temps, ce sont des animaux en hypovolémie, donc on remplit. On compense la baisse du volume d'éjection systolique. Quand j'ai un choc septique, ce sont mes vaisseaux qui sont complètement flasques, qui ne vont pas réagir, qui n'ont aucun tonus. Donc j'utilise un vasoconstricteur, ce sont les alpha-1 adrénergiques, la noradrénaline ou l'éphédrine. Ici, nous avons le contraire, c'est une augmentation de la pression. On pourrait soit avoir trop de fluide, c'est ce qui se passe quand vous perfusez trop un chat insuffisant cardiaque, et donc l'eau ne sachant pas où aller, elle va aller dans le milieu interstitiel et provoquer un œdème pulmonaire, mais ça c'est ponctuel, c'est iatrogène. Mais plus classiquement, c'est une augmentation des résistances vasculaires. Les vaisseaux ont perdu un peu de leur élasticité, et de ce fait-là, les résistances sont trop fortes et la pression augmente. La régulation est bien connue, des barorécepteurs, un équilibre du sel et l'intervention de l'angiotensine. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est la pression systolique. C'est la valeur la plus élevée de la pression. C'est parce que chez le chat, c'est pratiquement la seule qui se mesure. Normalement, surtout en anesthésie, on va mesurer la pression moyenne, qui n'est d'ailleurs pas
la moyenne arithmétique, hein, c'est une petite équation que fait la machine toute seule. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est la pression systolique chez le chat, parce qu'on n'arrive pas bien à mesurer la pression diastolique et donc pas à calculer la pression moyenne. Ce qu'on aimerait, c'est une pression inférieure à 140. On se contenterait d'une valeur idéale de 120, mais on veut une pression inférieure à 140. On a des moyens simples aujourd'hui de les mesurer. Deux moyens que vous connaissez peut-être, le Doppler et l'oscillométrie. Probablement êtes-vous désormais équipé. Autrefois, je conseillais beaucoup le Doppler parce qu'il donnait des mesures fiables, mais il prend du temps. Et de plus en plus, les matériels d'oscillométrie sont corrects. Donc, le Doppler consiste à mettre un petit capteur qui transforme le flux en effet sonore, donc on entend très très bien, et on cherche la disparition ou la réapparition du bruit. C'est ce qu'avait votre médecin autrefois. Et maintenant, les appareils d'oscillométrie, vous mettez le petit brassard, vous appuyez sur le bouton, il dégonfle et mesure tout seul. C'est ce qu'on a en anesthésie. Alors nous, aux urgences, on n'a pas beaucoup d'hypertendus. Et là, on est obligé d'avoir du Doppler. En tout cas, un matériel Doppler, non, on peut avoir aussi un appareil d'oscillométrie, mais l'appareil d'anesthésie ne va pas convenir parce qu'il ne fait pas des pressions élevées, heureusement, parce que la plupart du temps, c'est le mode pédiatrique qui est utilisé, et si on l'utilise trop fort, on pourrait abîmer le bras d'un bébé. Donc le brassard ne gonfle pas beaucoup, et ne gonfle pas en particulier les chats qui sont très hypertendus, pour les chats qui sont très hypertendus, à 200 mm de mercure. Donc attention, hein, l'appareil d'anesthésie ne peut pas rechercher une hypertension. Il vous faudra un appareil dédié. On parle d'hypertension à partir de 140, mais on va dire hypertension modérée à partir de 160. Mais souvent, quand les chats vous sont présentés, ils ont des valeurs très très élevées, 180, 200 mm de mercure, 220 parfois. On se dit comment c'est possible. Et ils vous sont présentés pour l'atteinte d'un des organes cibles, 4 organes cibles, mais 2 d'entre eux ne sont pas l'objet d'une présentation clinique. Ce sont les 2 premiers. Je vais peut-être... j'ai un doute pour le rein, mais je voudrais surtout orienter votre attention vers l'œil et le cerveau qui est négligé dans cette maladie. L'œil d'abord, ça c'est très fréquent. Un chat hypertendu, s'il doit s'exprimer cliniquement, ça sera d'abord au niveau de l'œil, souvent des yeux, parce que vous ne voyez pas si un chat est aveugle d'un œil, puisque comme il se déplace bien, d'un œil, il voit bien d'un œil, ça lui suffit pour se déplacer. D'ailleurs, beaucoup de gens ne savent pas que leur chat est hypertendu. Donc, on va avoir des hémorragies rétiniennes, c'est très très net. Le sang n'a qu'une envie, c'est de sortir du vaisseau. Des décollements de rétine, vous voyez, c'est très net ici, on voit le vaisseau très très bien, et puis on perd, ça devient flou ici. Il y a un décollement de la rétine. Et l'hémorragie ici, elle se voit de loin. On a une mydriase parce qu'il est aveugle. Hein. Il n'y a pas beaucoup de situations de mydriase. Il y a la cécité et le glaucome. Donc un chat en mydriase, ce type-là est probablement hypertendu, hein, puisque vous avez une hémorragie du fond d'œil. Typiquement, voilà, ce chat est magnifique. On a les yeux en coucher de soleil. Hein. On a une mydriase et on a l'impression d'avoir un coucher de soleil parce qu'il y a une hémorragie rétinienne derrière. Une cécité d'apparition brutale. Le réflexe, il est hypertendu. Le réflexe, je vais chercher ma maladie rénale, mon hyperthyroïdie et tout ce qui pourrait provoquer, mais des fois on ne trouvera rien. Voilà, une mydriase sur un chat, pour les propriétaires consultent parce que le chat n'a plus le même regard qu'avant. Hein. Même s'il ne se cogne pas, il n'a plus le même regard. Le deuxième organe cible, c'est le cerveau. C'est relativement fréquent, sous-estimé. Nous voyons régulièrement un chat qui convulse, un chat qui cherche qui a des hallucinations, qui voit des éléphants roses, ça c'est une façon, c'est mon interprétation, hein, mais qui a un comportement neuro-anormal. Et notre premier réflexe, c'est de mesurer la pression, et on va trouver 200 ou 220 de pression artérielle. Donc, si vous avez un trouble du comportement ou un trouble neuro sur un chat, avant de l'envoyer à l'IRM ou au scanner, vous mesurez sa pression artérielle. Le cœur est plus une victime de l'hypertension que la cause. Vous allez avoir une
une hypertrophie ventriculaire gauche parce que la pression qui arrive au cœur est élevée. Et donc le cœur va réagir face à ça. Mais le cœur n'est pas en lui-même insuffisant. On n'est pas dans les maladies cardiomyopathie hypertrophique généralisées. Le cœur droit, par exemple, n'a pas d'hypertrophie. Donc c'est plus un témoin de l'hypertension que la cause de l'hypertension. A priori, un cardiaque n'a pas une hypertension. De même que le rein, la question peut se poser, est-ce que l'insuffisance rénale provoque l'hypertension ou est-ce que l'hypertension a aggravé la destruction progressive des néphrons? Donc chez l'homme, on a essentiellement ce qu'on appelle des hypertensions essentielles, idiopathiques, sans cause connue. Chez le chat, on dit qu'elles sont surtout secondaires à une autre maladie, la maladie rénale dans l'immense majorité des cas. Donc on traite autant qu'il est possible la maladie rénale, mais on traite aussi bien sûr l'hypertension, l'hyperthyroïdie. Mais là, on peut se poser la question, est-ce que c'est une vraie hypertension ou est-ce que c'est une forte sensibilité aux catécholamines? Ils ont plus de sensibilité aux alpha-1 et surtout aux bêta-1. Et donc, c'est peut-être la raison de leur hypertension. Donc, peut-être qu'elle disparaîtra avec le traitement de l'hyperthyroïdie. Et puis, idiopathique. C'est-à-dire, on ne trouve rien. Tout simplement, ce sont les vaisseaux qui ont perdu un peu de leur élasticité, les résistances vasculaires ont augmenté, et on ne trouve rien. Mais on le traite de toute façon de la même façon. Au plus la pression est augmentée, au plus le risque est élevé. Et à 200 de pression, un chat va avoir un décollement de rétine un jour ou l'autre. Donc il faut impérativement les traiter. Quand on comprend les mécanismes, on comprend que les molécules qui s'opposent à ces mécanismes vont être efficaces. Et il existe aujourd'hui des recommandations aussi pour le traitement de l'hypertension. L'amlodipine est recommandée en première intention, mais le consensus a été fait à l'époque où les sartans développer leurs essais cliniques et donc il n'y avait qu'une ou deux études qui étaient publiées. Aujourd'hui, peut-être que les choses seraient différentes. En tout cas, les deux se valent et la concurrence entre les deux n'a souvent pas lieu d'être. Donc, on a l'amlodipine, puis les sartans, qui sont donc des inhibiteurs des récepteurs à l'angiotensine, dont on a découvert des propriétés antihypertensives à des doses doubles des doses habituelles. Et le laboratoire avait fait une autre présentation clinique. Je ne pense pas qu'elle existe encore. Et donc, il suffit d'utiliser l'autre présentation clinique, qui est la présentation classique bleue, à 1 mg/kg. Et souvent, les uns et les autres disent « mon produit est meilleur, il fait ceci, il fait ça ». C'est un combat qui, pour moi, n'a pas lieu d'être parce que quand on a un chat qui a une présentation clinique, la plupart du temps, il a une pression qui est gigantesque, 200 mm de mercure, et aucun de ces produits n'arrive à normaliser la pression en dessous de 140. Donc, ils vont descendre de 20 à 25 mm de mercure. La plupart du temps, il faudra associer les deux médicaments pour avoir un effet significatif. Donc, souvent, commencer d'emblée par deux médicaments. Si bien entendu l'animal fait des hypotensions, vous corrigez et vous devez forcément revoir tous ces animaux gériatriques qui sont mis sous traitement. Alors quelques mots sur l'hyperthyroïdie. Là encore, approche multimodale. Il existe, c'est incroyable, un aliment capable de traiter l'hyperthyroïdie. Alors pour moi, ça a été une révolution. Hein. C'est ni plus ni moins qu'un aliment carencé en iode. Donc on pourrait, si on n'a qu'un chat dans la maison et qu'il accepte cette nourriture, se contenter de cet aliment. Mais aujourd'hui, c'est simple parce qu'il existe des médicaments faciles à donner qui vont traiter cette hyperthyroïdie. Pour moi, la chirurgie ne mérite plus d'être réalisée depuis que ces moyens d'action sont disponibles. C'est une chirurgie qui est assez, entre guillemets agréable, mais on va toucher potentiellement au parathyroïde et se retrouver avec des complications potentiellement redoutables alors qu'il existe des moyens thérapeutiques simples. Là encore, vous mesurez la pression artérielle, mais attention, celle-ci peut rediminuer après que l'animal ait été traité de son hyperthyroïdie. Je voulais seulement dire un mot sur le diabète en rappelant que le chat qui va faire un diabète, dans un cas sur deux, il arrêtera d'en faire un à un moment donné. Beaucoup de diabètes de chat sont réversibles. Donc nous les voyons autant pour ce qu'on appelle un DAC, un diabète acidocétosique, mais des chats qui ont été mis sous insuline par un confrère vont se retrouver chez nous en convulsion parce qu'ils font une hypoglycémie, tout simplement parce qu'ils ont arrêté de faire leur diabète. Et de ce fait-là,
l'insuline a provoqué l'hypoglycémie. Donc soyez vigilants là-dessus. Les chats font des formes de diabète réversibles et donc la glycémie doit être régulièrement vérifiée. Puis je voulais faire un petit clin d'œil à des gens comme moi. On ne va pas tout chercher, tout traiter, toutes les comorbidités. Être vieux, ça arrive à tout le monde, je souhaite à tout le monde. Et ce n'est pas une tare, on gère les différentes comorbidités tant qu'elles sont gérables. Ça fait une mauvaise transition avec mon sujet, qui sont les causes de décès. Donc c'est la deuxième partie, qui sera un petit peu plus courte, je vous rassure. Je présente ce travail au nom également de l'étudiante en thèse qui a fait l'énorme travail de la collecte des données. Elle s'appelle Eva Heidenreich. Voici sa thèse. Et le principe a été... cette partie est à ma demande, l'autre partie est à son initiative. Le principe a été de s'interroger sur les raisons qui ont conduit au décès des animaux vus dans le service dans lequel je travaille. On a peu de données sur la façon dont les animaux meurent, comment ils meurent, pour quelles raisons, à quel âge. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait une étude récente sur ce sujet, et donc je voulais faire. Et quand bien même il y aurait une étude ancienne, elle est fausse compte tenu de ce qu'on a découvert, c'est-à-dire qu'il existe des nouvelles maladies qui sont à l'origine de décès chez l'animal de compagnie. Alors l'objectif est de donner un bilan chiffré des motifs d'euthanasie. Alors on a séparé les décès des euthanasies. Alors non, on a séparé les décès spontanés des euthanasies et on a étudié 14 critères. Je dis on. C'est Eva qui a fait toute la collecte des données. À partir de 29 000 consultations sur une période de 8 ans, 3 686 animaux sont décédés en mélangeant aussi bien les morts naturelles que les euthanasies. Cela correspond à 12% de nos consultations. Alors j'étais content, il faut me dire. D'un côté c'est beaucoup, voilà, un patient sur 10 vient, ne va pas ressortir, donc on peut dire que c'est beaucoup. En même temps, c'est un service d'urgence, hein, c'est pas la dermato ou autre. J'ai rien contre la dermato, mais on meurt moins en dermato qu'ailleurs. Hein. Encore 0 quand même. Mais 12% des consultations. Donc je trouvais que la mortalité était faible dans ce service. Alors c'est pas que nous ayons un talent particulier, hein. Je pense que les 4 écoles feraient une enquête, on aurait des chiffres différents, c'est que nous acceptons tout ce qui se présente, même quand ça n'a pas un caractère d'urgence absolue. Par exemple, nous traitons beaucoup d'abcès de chat, nous traitons une boiterie, si les propriétaires téléphonent un samedi, il est reçu, etc. Donc, et puis, on ne fidélise pas la clientèle qui vient pour une euthanasie, puisque par définition, elle ne vient qu'une fois. Donc voilà les raisons. Voilà. Assez faible mortalité, en sachant qu'on ne fait, entre guillemets, que des urgences, même si certaines urgences sont moins urgentes que d'autres. On a un petit biais, c'est qu'on ne tient pas compte des animaux qui sont morts spontanément chez eux, mais de moins en moins. Si on faisait une enquête, probablement en aurait-on assez peu, parce que le chien, ce sera l'objet de la dernière partie, est médicalisé. Le chien et le chat sont médicalisés, et donc ils meurent en milieu médical, comme les êtres humains. Dans votre entourage, probablement, peu de gens que vous connaissez sont morts à leur domicile. On ne meurt plus à son domicile, on meurt dans un hôpital, la plupart du temps, ou dans un EHPAD. Une découverte, c'est que à peu près les 3/4 des animaux sont morts par euthanasie. Nous avons donné la mort, elle n'a pas été naturelle, mais quand même un quart. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus d'euthanasie que ça, mais un quart est mort par mort naturelle. Voilà. Alors, la plupart du temps, on s'en doutait avant, mais ils sont morts par mort naturelle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'euthanasie est la façon de mourir la plus répandue chez nos animaux de compagnie. Vous en doutiez tous, mais c'est certain puisque vous l'avez réalisé, mais très peu de gens laissent leur animal mourir chez eux. Généralement, ils abrègent leur jour. La répartition par espèce nous a montré qu'on avait plus de chats
que de chiens, mais c'était cohérent avec la répartition dans la population. Donc rien d'étonnant là-dedans. Et les animaux n'avaient pas qu'une seule maladie. Dans un quart des cas, ils avaient plusieurs maladies, d'où notre sujet de ce soir. C'était des animaux la plupart du temps médicalisés. Et c'est bien logique, souvent ils étaient âgés. 70% des animaux avaient plus de 10 ans. Et ce qui m'a intéressé, c'est l'âge médian. 11 ans pour les chats. Il y a quelque temps, la dernière étude que j'avais lue il y a longtemps sur le sujet était 10 ans pour les chats. Alors, à l'époque, il y avait aussi 3 catégories. Les virus, les rétrovirus faisaient beaucoup plus de dégâts qu'aujourd'hui. Alors, c'est peut-être pas votre impression, mais il fut un temps où on avait beaucoup de chats FELV, FIV positifs. Moi, j'en vois moins que je n'en ai vu il y a une vingtaine d'années. Et donc, on avait le chat qui sortait, qui mourait en moyenne à 5 ans, le chat qui sortait, mais qui était castré, qui mourait en moyenne à 10 ans, oui, c'est ça. Et le chat qui ne sortait pas, qui était castré, et qui mourait en moyenne à 15 ans. Voilà. Là, tout chat confondu, c'est 11 ans la moyenne. Et les chiens vivent encore un peu plus longtemps. Là, c'est une découverte pour moi, puisque je m'attendais à ce que les chats aient une longévité plus élevée. Sans surprise, les premières causes de décès sont le cancer. Un tiers des animaux meurent d'un cancer, des chiens et chats meurent d'un cancer, toutes les deux espèces confondues, chien et chat. Cancer, maladie rénale en deuxième, maladie cardiovasculaire, donc maladie mitrale pour le chien et insuffisance cardiomyopathie hypertrophique chez le chat. Et vous voyez la suite. Si les animaux sont jeunes, ils meurent essentiellement de traumatisme. Ce n'est pas surprenant, le comportement exploratoire des jeunes animaux. Et en général, c'est une euthanasie qui est demandée compte tenu des frais importants face à des polyfracturés. Beaucoup d'animaux seraient sauvables, mais tous ne le sont pas à des budgets compatibles avec les moyens des propriétaires. Donc voilà, les traumatismes sont une cause majeure de mortalité et l'infectieux aussi. Alors quand c'est l'infectieux, ce n'est pas les maladies, on n'a pas tant de parvo et tout ça, c'est l'infectieux tout venant. Chez le chien âgé, sans surprise, les cancers arrivent presque à la moitié des cas, top 3. Alors, chez les chiens et chats âgés. Et puis, on a des causes indéterminées, mais c'est tout à fait compréhensible. Moi, je trouve que ce chiffre est assez faible. Dans 22% des cas, on a une euthanasie sans qu'on ait trouvé la cause. Mais je dirais sans qu'on l'ait cherché aussi. Mais on peut comprendre, il y a des gens qui viennent pour une euthanasie, ils savent pourquoi ils viennent, qu'est-ce qu'on a besoin d'aller leur infliger à l'animal des examens complémentaires, au propriétaire des dépenses inutiles, quand l'état du chat nous montre bien. Des fois, on reçoit un animal qui est squelettique, qui a 18 ans, qui a que la peau sur les os. On n'a pas besoin d'une urécréate ou d'une échographie abdominale pour décider de son euthanasie. Quel que soit ce que l'on va trouver, son euthanasie semble justifiée et on n'a pas besoin de mettre un nom sur la maladie pour légitimer notre acte. Donc, moi, je trouve que ce chiffre est même étonnamment bas. Chez les chats, tout âge confondu, le cancer arrive en premier, la maladie rénale en deuxième, mais vous allez voir qu'elle prend la première place bientôt. Si on prend les chats de moins de 4 ans, c'est le traumatisme. C'est cohérent avec, là encore, le comportement exploratoire. Ces chats sortent, chutent d'un étage, etc. Et ont de multiples fractures que les propriétaires n'ont pas imaginé qu'un chat pourrait coûter 1 000 ou 2 000 euros pour réparer plusieurs fractures. Le chat est gratuit, on a parfois du mal à imaginer que les soins ne le sont pas. Les causes infectieuses persistent à des forts taux. Et donc, voilà, le traumatisme, je voulais montrer que voilà, il y a des situations où l'euthanasie ne se discute pas, on n'a pas besoin d'un diagnostic privé. C'est un chat qui a été pris dans un piège pendant de longs moments, et donc il nous est amené dans cet état. Les choses ont changé pour l'apparition de la maladie rénale chez des chats, et ça c'était une révolution, chez des chats qui ont un âge relativement faible, qui n'ont pas l'âge d'avoir une maladie rénale. Ils ont entre 4 et 8 ans, donc en moyenne typiquement c'est le chat de 7 ans, dans la série que nous avons étudiée, c'est le chat de 7 ans. Ils n'ont pas donc une maladie dégénérative, donc
la néphrite tubulo-interstitielle chronique du chat âgé, mais ils ont, vous avez sûrement vu cette maladie, le syndrome gros rein, petit rein, des calculs dans un rein et dans l'autre, dans le bassinet ou dans les uretères, et un gros rein, c'est celui qui est récemment malade, et un petit rein qui n'est plus fonctionnel depuis longtemps. Vous connaissez tous ce syndrome, je pense être venu à Dijon pour vous en parler. Donc c'est une maladie devenue fréquente. Nous, quand on a un chat qui bricole, on ne sait pas ce qu'il a, on a une procédure qui fait qu'on fasse radiographie des reins et échographie des reins pour être sûr d'exclure cette affection tellement elle est fréquente chez le chat qui n'a pas l'âge d'avoir une maladie rénale chronique. Donc si un chat a une maladie rénale chronique et qu'il n'a pas 18 ans, hop, on va dépister la recherche, on va faire une recherche de calcul. Pas 18 ans, j'exagère, 10 ou 15 ans. Et on va rechercher cette maladie devenue extrêmement fréquente ces dernières années, comme nous allons le montrer. Chez les chats âgés, sans surprise, c'est encore le cancer qui arrive loin devant. Si on regarde les causes d'euthanasie des chiens de tout âge, là encore, le cancer. Donc vous voyez comme le cancer, lourd fléau, probablement la même chose en médecine humaine, le cancer, lourd fléau pour nos animaux. Et chez les jeunes, pareil, traumatisme. J'étais surpris de découvrir que la neuro avait une part importante. C'est pas prêt de changer. Vous vous souvenez, vous savez probablement quelle est la race qui est devenue la race numéro 1 dans notre exercice professionnel. Le border collie, ça a changé, ce n'est plus, ça a été le berger allemand, ça a été le golden retriever, ça a été le bulldog français. Maintenant, c'est le border collie. C'est un chien qui est champion de l'épilepsie essentielle et on va se retrouver avec des cas ingérables, même avec des médicaments réputés efficaces. Ils sont difficiles à traiter, plus d'épilepsie réfractaire, donc ce chiffre risque encore d'augmenter. Donc des malformations congénitales, parmi lesquelles l'épilepsie. Et puis déjà, dès l'âge moyen, ces animaux ont des cancers qui deviennent la maladie dominante chez les chiens âgés, bien entendu. Alors ce que je retiens de cette enquête sur quand même 3600 chiens ou chats morts dans le service, c'est que un tiers des propriétaires consultent pour l'euthanasie, ils viennent pour ça, c'est leur motif de consultation. Bon, alors là j'ai été stupéfait. 83% des animaux sont présentés pour la première fois. Ils ne sont pas vus par nous, même pas par l'hôpital, par le reste de l'hôpital. Hein. Ils sont vus par un autre vétérinaire, ils n'ont pas un dossier à Oniris. Ils sont vus par un vétérinaire et ils nous consultent uniquement pour l'euthanasie, comme si on n'osait pas aller chez son vétérinaire habituel pour l'euthanasie. Et ça, moi, c'est une grosse découverte. A-t-on honte de le présenter pour ça, ou parce que beaucoup de vétérinaires assurent leurs urgences ou délèguent leurs urgences. Donc pourquoi aller ailleurs? J'ai été très surpris de ça. On a quand même un diagnostic, donc les vétérinaires ne peuvent probablement pas s'empêcher de faire un diagnostic précis pour légitimer leur acte. Et la dépense moyenne m'a paru très raisonnable, avec aux alentours de 300 € qui est raisonnable si on tient compte d'une consultation d'urgence la plupart du temps, de l'acte et de la prise en charge du corps. Hors incinération, ça m'a paru tout à fait raisonnable. Justement, on parle de la prise en charge du corps. Là encore, j'ai été surpris. La moitié des propriétaires se séparent du corps. Je pensais que beaucoup plus les récupéraient. Donc, ils partent à l'équarrissage. Chez nous, chez vous aussi, c'est un équivalent de l'équarrissage. Seulement 18% demandent une incinération individuelle, c'est-à-dire vont chez une entreprise spécialisée, et 14% demandent une incinération collective. Et seulement 4% demandaient à récupérer le corps. Donc ces chiffres ont été très, très surprenants pour nous. Alors quand je dis l'équarrissage, c'est plus exactement le corps est laissé à l'école vétérinaire et finira à l'équarrissage avec généralement, donc je reconnais que ce chien sera probablement autopsié, etc. Malheureusement, alors là j'ai changé la diapo, j'ai supprimé. Le taux de succès est malheureusement de 100%, mais c'est pour faire la transition avec le sujet qui va suivre. C'est
le taux de succès, il ne faut pas le mesurer à la mort ou l'absence de mort. Effectivement, il est de 100%. Tous les animaux que nous avons voulu euthanasier sont effectivement décédés. Mais est-ce que ça a été bien fait? Et c'était donc la dernière partie de l'enquête, c'est l'euthanasie et le deuil des animaux de compagnie. Je vais aller un petit peu plus vite pour ça parce que je voudrais consacrer les minutes nécessaires pour la dernière partie. L'enquête à l'initiative de Eva s'est poursuivie l'étude s'est poursuivie par une enquête auprès des propriétaires d'animaux pour explorer leur expérience face à l'euthanasie. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils ont aimé façon de parler? Est-ce qu'ils ont apprécié leur prise en charge ou pas? Quelles sont leurs perceptions dans la prise en charge? Est-ce qu'ils sont contents ou pas? C'était pour eux le moyen de s'exprimer. 1200 propriétaires ont été sollicités et beaucoup ont répondu puisqu'on a très peu d'enquêtes qui ont un tel taux de réponse. 30% des propriétaires ont répondu. Beaucoup, moi quand je suis sollicité pour une enquête, j'en jette les 3/4. Et là, vous voyez, on a un échantillon qui est jugé statistiquement suffisant. Et donc, dans une première partie, on va faire l'euthanasie. Là encore, c'est l'intelligence artificielle qui va... Oui, j'ai même demandé le produit rose, il m'a mis le produit rose qui va parler. Donc, notre but est de donner une mort digne, mais est-ce qu'on a véritablement obtenu ce but? Est-ce qu'on a, arrêté la souffrance animale? C'est généralement le motif qui est avancé par les propriétaires. Je ne veux pas qu'il souffre. Et il n'y a pas d'espoir thérapeutique. Parfois, il y a un espoir thérapeutique, mais les propriétaires disent « je n'ai pas les moyens financiers ». Seul un petit nombre avait des regrets de l'avoir fait euthanasier, aurait préféré le garder un petit peu plus longtemps. C'est un tout petit nombre. Je ne vais pas parler de tout ce qu'il est possible de faire. Il existe des documents très bien faits en français, parce qu'ils sont faits par des Suisses, sur l'annonce des mauvaises nouvelles, l'annonce d'un cancer par exemple, et l'annonce d'une euthanasie. Vous les trouvez avec l'acronyme qui est ici, et vous dit les différentes étapes par lesquelles passer. Les attentes des propriétaires sont en fait assez simples. Ils attendent l'empathie et le réconfort, qu'on leur explique comment ça se passe, vous le faites tous, et qu'on leur conforte dans le choix. C'est là encore évident, on ne va pas dire vous ne devriez pas faire ça. Moi je déteste quand quelqu'un vient pour une euthanasie et puis que la personne qui le reçoit, l'étudiant ou assistant qui le reçoit, met en doute la légitimité de cette demande. On pourrait peut-être faire tel traitement, vous devriez le garder, on devrait faire un IRM, on devrait faire un scanner. Voilà, c'est un bulldog qui convulse. Ouais, mais on n'a pas le scanner. Non, mais c'est un bulldog qui convulse, il a 12 ans. Bon, mais voilà, le propriétaire attend qu'on conforte son choix. À nous de le donner en notre âme et conscience. Le propriétaire attend un long créneau. Ça veut dire que, surtout si on n'a pas beaucoup de place, ça prend du temps, de la place, et quand on a une consultation, mettre un quart d'heure pour une euthanasie, c'est pas suffisant dans un fonctionnement normal de clinique. Si le propriétaire consulte pour une euthanasie, il faut lui réserver plus de temps. Ou bien, il faut faire l'aller-retour dans d'autres salles. C'est-à-dire qu'entre les deux, il faut prendre une autre consultation. Ils attendent ce que l'on trouve dans les funérariums vétérinaires ou non, le silence, le confort, etc. Chose qu'on ne peut pas tous donner. Hein. Moi, franchement, je n'ai pas les locaux pour leur fournir ce genre de choses. Je n'ai pas assez de salles de consultation. Mais idéalement, c'est ce qu'il faudrait faire. Au moins aussi important, c'est l'ambiance. Les propriétaires ont signalé aux 3/4 aimer passer du temps avec leur animal à ces derniers moments. Après, on n'est pas rentré dans la technique, puisqu'ils ne l'ont pas aperçu, mais nous, chacun a une liberté de faire comme il l'entend. La sédation ne me paraît pas une nécessité si l'animal a son cathéter. Entre sédater l'animal et lui injecter directement la molécule, il n'y a pas grand intérêt, sauf si la pose d'un cathéter est une difficulté. Là, effectivement, la sédation s'impose pour que la procédure se passe mal. Bien. La molécule me paraît évidente. Il faut un barbiturique. Le T61 devrait être abandonné. Les morts ne sont pas de belles morts. Et par définition, l'euthanasie, c'est une mort
belle, entre guillemets. La voie d'administration, là encore, dans la mesure du possible, qui est l'immense majorité des cas, c'est la voie intraveineuse. S'il faut, il faut les endormir par voie IM, puis faire une intraveineuse. Mais les morts par voie intracardiaque ou intrarénale ne sont pas des belles morts. Et donc, quand je parle d'effet désirable, c'est pas humoristique, si tant est qu'on puisse faire de l'humour. Hein. C'est éviter le T61 et bien vérifier que l'animal est bien mort. Prévenir même qu'on peut avoir des trémulations, vous l'avez tous fait, des trémulations musculaires après le décès. Et si on prévient les propriétaires, ça évite de se mélanger les pinceaux quand le propriétaire les décèle lui-même. Nous faisons payer avant la pratique de l'euthanasie, nous faisons remplir les papiers avant. Je souligne qu'il n'y a ni mort ni griffé, etc. avant, parce que les propriétaires ne sont plus en état de le faire après. Donc ça, tout ça, ça doit être traité avant. La deuxième partie, après l'euthanasie, c'est le deuil. Cette situation, je vais aller assez vite, qui est similaire à la perte d'un... qu'on l'observe pour tout, pas seulement pour un être vivant. On peut faire le deuil de sa voiture parce qu'on l'adorait, le deuil de son travail parce que c'est plus ce qu'on a, mais bien sûr c'est plus proche pour des êtres vivants. Et les gens disent que c'est proche du deuil d'un être humain. Alors 78% des gens disent considérer le chien ou chat comme un membre de la famille. On pourrait même s'attendre à ce que des gens disent plus encore. J'ai été très surpris de voir 27% comme un enfant. Les gens ne doivent pas s'imaginer ce que c'est que la perte d'un enfant. Pour dire ça, c'est peut-être des gens qui n'en ont pas. Mais j'ai trouvé un peu choquante la comparaison que c'était aussi dur que la perte d'un enfant. Peut-être que mon point de vue vous choquera. Mais en tout cas, je comprends bien, comme leur meilleur ami, ceci me va beaucoup mieux. Et bien entendu, plus le lien affectif était important, plus le deuil sera difficile. On va avoir toute une période mentale pour le deuil que vous connaissez. Je vais les réaborder tout à l'heure. Je peux le faire dès maintenant. Le déni. Ah non, c'est pas possible. Voilà. On n'admet pas ça si on n'y a pas été préparé, d'où la diapo d'après. Ensuite, on est en colère. En général, on peut être en colère contre le précédent vétérinaire, contre ce vétérinaire-là, contre le vétérinaire. Ouais. Vous n'auriez pas pu le voir avant qu'il y avait un cancer, même si vous n'y pouvez rien. On ne pouvait pas le soigner de cette façon. Mon vétérinaire ne l'a pas vu. Si on comprend ça, on admettra bien plus volontiers que les propriétaires vous en veulent. Et on admet plus volontiers qu'ils viennent chez vous en deuxième intention. C'est-à-dire qu'ils ne voient pas leur vétérinaire habituel pour ne pas en vouloir à leur vétérinaire habituel. Après, ils vont marchander. Je ne veux pas admettre ça. Puis, ils dépriment et enfin, ils acceptent. C'est un cheminement qui est classique pour tous les processus de deuil, même pour les pertes de choses insignifiantes. Donc, quand on comprend ça, on peut faire un deuil anticipatoire et dans les soins intensifs que nous sommes amenés à faire, c'est finalement préparer les propriétaires à leur deuil, c'est-à-dire qu'ils vont faire un deuil dès l'annonce du diagnostic d'une maladie incurable et de ce fait-là, au moment où ça arrivera, ils seront plus enclins à l'accepter. Le deuil a été jugé comme très difficile dans plus de la moitié des cas, des notes allant jusqu'à 8 sur 10 et 10 sur 10, et dans très peu de cas assez facile à vivre, mais vous voyez, dans presque 90% des cas, les gens l'ont très très mal vécu. Et probablement, si j'ai interrogé, si nous avions l'occasion d'avoir un échange, on en aura un tout à l'heure, vous avez probablement vécu le deuil d'un animal de compagnie, ça a été difficile, longtemps difficile dans l'enquête, ça va la plupart du temps jusqu'à 1 an. Donc on a du mal à se remettre de la mort d'un animal de compagnie. Un tiers d'entre eux a duré plus d'1 an. Plus difficile pour les chiens, auxquels on est plus attaché qu'un chat, qui est probablement parce que le chat est plus indépendant, et surtout si l'animal de compagnie avait un statut d'enfant. Ce qui marque surtout, c'est des baisses de morale, rarement des atteintes physiques. On a seulement 20% de troubles du sommeil, mais c'est surtout des baisses de morale, mais elles sont presque systématiques. Et le choix d'un animal de remplacement pour éviter d'avoir à faire son deuil
on passe à l'étape, on va de l'avant et on passe à l'étape d'après, avant même que l'acceptation ne soit faite. Et on va vraiment remplacer l'animal, le comparer. Parfois on prend la même race, parfois on a un nom qui ressemble, on attend les mêmes caractéristiques, etc. Donc c'est typiquement pour remplacer l'animal qu'on a perdu. Et puis on fait des rituels d'adieu. Voilà, c'est fréquent. Nous on donne beaucoup d'urnes dans les incinérations individuelles. On donne des urnes, ou c'est l'entreprise qui le fait, on sous-traite, et les gens récupèrent les cendres et ça a aidé à faire son deuil. Là où j'étais surpris, c'est que 65% des gens disent que les autres animaux de la famille ont souffert de l'absence de l'animal mort, et 40%, alors je ne sais pas comment ils le mesurent, ont beaucoup souffert. Je ne sais pas comment ils le mesurent, mais si effectivement le chat ou le chien fait lui-même un état dépressif. Et les gens parlent d'un soutien de leur entourage, mais d'un mauvais soutien de la société. Et ça, je me suis dit, ben oui, c'est sûrement vrai. Si une ASV me dit « je ne suis pas venu au travail parce que mon chat est mort », je l'entendrai. Mais si au bout de 3 jours, elle me dit la même chose, je vais me dire c'est quand même, voilà, on peut venir au travail parce que son chat est mort. La société n'est pas encore prête à entendre le deuil. D'ailleurs, on n'a que quelques jours de congé quand c'est un très très proche humain qui meurt. Donc on n'est pas encore prêt à accepter qu'un animal de compagnie ait un fort impact sur un individu. Les gens auraient aimé qu'on leur parle du deuil, mais on n'a déjà pas le temps. On a déjà consacré 1 heure à l'euthanasie. Si en plus il faut parler 1 heure du deuil. En revanche, nous, depuis 20 ans, depuis l'ouverture, on envoie une lettre de condoléances. Peut-être que faites-vous ça. Cette lettre de condoléances, elle est manuscrite. Donc en fait, elle est type, c'est-à-dire qu'on a un modèle, mais elle est manuscrite et elle est personnalisée. C'est-à-dire que nous avons été très tristes de constater la mort de Médor. Médor, et tout est écrit à la main. Alors nous avons des étudiants pour le faire. Tout est écrit à la main. J'espère, et donc c'est personnalisé. J'espère que vous êtes en état de vous remettre, etc. Et les propriétaires sont tous ravis de ça. On a un retour dans un très très grand nombre de cas avec des lettres souvent très très touchantes. Et de ce fait-là, on a un livre d'or qui est très très rempli. Mais étonnamment, il n'est pas rempli en remerciement de nos compétences, il est rempli en raison de la satisfaction au moment de nos euthanasies. C'est d'un côté désobligeant, vexant, mais de l'autre rassurant. Et puis, évidemment, c'est peut-être le pire aspect des métiers. Moi, ce que je préfère dans le métier, c'est les césariennes. Encore que césarienne, c'est le seul moment où je suis obligé de me déplacer, un moment où je n'ai pas toujours envie. Mais au moins, une césarienne, c'est très agréable. Et ça, c'est vraiment un acte que je n'aime pas du tout, que je ne fais presque plus parce que des gens le font pour moi. Mais ça mine le moral des vétérinaires et c'est responsable d'une grande partie de l'épuisement professionnel. Alors, sur ces considérations qui ne sont pas super amusantes, j'en viens à la dernière partie de l'exposé. La question à laquelle je voulais aller avec vous, c'est, voilà, on a un animal avec des comorbidités, on est en train de le soigner, parfois dans des soins intensifs, et on se pose la question, où aller ? Est-ce qu'on ne ferait pas mieux de l'euthanasier tout de suite, pour lui comme pour nous ? Quand je dis nous, propriétaires. Voilà. Et donc, je me propose dans ce quart d'heure, 20 minutes qui nous restent, d'évoquer des rudiments d'éthique médicale et de mener avec vous une petite réflexion sur l'éthique des soins intensifs, avec un sujet particulier, faut-il soigner des animaux, leur prodiguer des soins lourds quand le pronostic est mauvais. Alors, voilà le plan rapide que j'ai choisi d'évoquer avec vous. Qu'est-ce que l'éthique ? Probablement, vous en avez une image faussée. Ensuite, aborder la question selon les différents protagonistes de la relation de soins, et puis éventuellement, si on a le temps, on parlera d'exemples. Alors, on pense que l'éthique, c'est des grandes paroles, beaucoup de verbiage, de gens qui discutent, et c'est souvent ça, malheureusement. Des gens qui nous font la morale et qui disent ce que les choses devraient être. C'est souvent ça, mais ce n'est pas ça. C'est différent de la morale. Nous allons faire la différence tout à l'heure. Est-ce que c'est la morale appliquée au monde médical ? Non. L'éthique s'applique partout, alors c'est vrai qu'elle s'applique particulièrement bien au monde médical, mais elle s'applique partout, chez les avocats, chez des notaires, chez des boulangers, chacun dans toutes les professions.
Mais ce n'est pas seulement une opinion personnelle qu'a une personne de ce qui devrait être fait, c'est un sujet multidisciplinaire et en médecine humaine ça concerne, on va réunir un réanimateur, un urgentiste, un chirurgien, un responsable de soins palliatifs pour décider de façon raisonnée, avec rigueur et argumentation, quelle est la bonne démarche. Et pour preuve que c'est une discipline médicale, mon parcours académique, je l'ai fait avec des diplômes en éthique médicale. Mon DEA, le DEA, ça correspond au master, je ne sais plus combien d'aujourd'hui, c'était sur l'éthique des soins chez l'animal cancéreux, à une époque où on se mettait à commencer à soigner les animaux cancéreux. Ensuite, c'était une éthique sur la transplantation d'organes animaux à des hommes. On modifie génétiquement des cochons et on rend leurs organes compatibles pour les greffer à des hommes. Et ensuite, j'ai encadré de la recherche pour modifier du sang des cochons pour que leur sang devienne compatible et qu'on puisse transfuser des êtres humains. Et je continue à travailler là-dessus. Et puis aussi, j'ai participé à des comités d'éthique de structures qui faisaient des essais cliniques chez des animaux. Donc l'éthique, c'est devenu une discipline médicale et aujourd'hui, on peut faire un parcours avec ça. Mais est-ce que l'éthique, c'est la morale ? Non, la morale définit ce qui est bien, mais elle est immuable. Elle ne dépend pas des circonstances, de la situation. La morale d'Aristote et de Platon est la même qu'aujourd'hui. C'est le contexte qui va changer. Et l'éthique, c'est la morale en situation. C'est la morale compte tenu des circonstances, compte tenu des moyens du propriétaire, compte tenu des progrès de la médecine. C'est ce qui est bien dans un contexte particulier. Et elle est variable. La morale d'il y a 20 ans n'est pas celle d'aujourd'hui, quand il y a des scanners, des spécialistes, etc. Non, pardon, l'éthique d'aujourd'hui n'est pas la même. La morale, par exemple, va vous dire « sauver une vie, c'est bien », et donner la mort, c'est mal. Voilà, ça, ce sont des principes immuables, mais l'éthique, elle va s'adapter. C'est la morale en situation, et elle va vous dire que préserver une vie d'un animal qui souffre sans espoir de bénéfice n'est finalement pas bien, et donner la mort pour soulager un animal qui souffre terriblement est finalement bien. Donc, vous voyez, c'est l'éthique en situation. Et on va transformer notre question, est-ce qu'il faut donner des soins intensifs, en une autre. À partir de quand des soins prodigués à un animal sont-ils indécents ? Alors, je ne vais pas faire trop d'éthique, n'ayez pas peur. On va parler de deux situations. D'un côté Kant, n'ayez pas peur surtout, et de l'autre côté Jeremy Bentham. Deux avaient des façons de voir différentes. Kant, c'est l'éthique du devoir, la déontologie. Je dois faire ça parce que c'est moral, je dois sauver une vie. On verra, c'est l'éthique pédiatrique. Et Bentham, c'est il faut faire ça parce que c'est bénéfique au plus grand nombre. Donc il y a un but, voilà, c'est l'éthique dans un but. Et nous, on transpose ça dans notre question, dans notre modèle. Est-ce qu'on voit l'animal comme un modèle pédiatrique, c'est-à-dire je le vois comme un enfant et donc je dois le sauver. Comme un enfant, il n'a pas son libre arbitre, donc ses parents ne sont même pas les décisionnaires. Les parents n'ont pas le droit de ne pas soigner leur enfant. C'est l'État qui va imposer les soins médicaux et retirer la garde de l'enfant si jamais il ne le faisait pas. Donc le modèle pédiatrique doit être préservé, c'est l'éthique de Kant. Et puis dans le modèle caragiste, le chien ou le chat n'est qu'une voiture qu'il faut réparer parce que c'est utile au plus grand nombre, c'est-à-dire ses propriétaires. Donc voilà, deux éthiques qui sont différentes, et je vais transformer la question de quel niveau de soins à apporter en une autre question, quel est le bénéficiaire des soins ? Et je vais examiner l'ensemble des participants à ce débat. Alors vous avez la religion, mais la religion est partout, alors je vais la citer, une seule diapo, n'ayez pas peur. La société, la profession, le vétérinaire, le propriétaire, et enfin l'animal, il mérite plus que tout qu'on y passe, qu'on en parle. Et à chaque fois, je me dis, dans quelle éthique est-on ? Est-ce qu'on est dans le modèle pédiatrique ou le modèle utilitariste ? Alors commençons par la religion. Nous sommes dans une religion judéo-chrétienne, et quand bien même l'islam et le judaïsme, l'islam aussi est basé sur le même livre, la Bible, et le premier commandement, c'est « tu ne tueras point ». Donc en théorie, on ne devrait pas tuer, mais ce commandement concernait les êtres humains. Donc il ne concernait pas les animaux, et au contraire, pour les animaux,
il n'y a pas beaucoup de respect dans la Bible, hein. Il y a des sacrifices rituels, en veux-tu, en voilà. Et puis Dieu, dès le chapitre 1, oui, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Vous voyez, Dieu parle au pluriel. Hein. C'est une réunion de personnes qui discutent « Faisons l'homme à notre image », selon notre ressemblance au pluriel, et il donne déjà l'ordre de dominer sur les animaux. Donc, qu'il domine sur les poissons, les oiseaux, etc. Donc déjà, on a un libre arbitre, c'est nous qui choisissons. Et assujettissez les animaux, dominez-les. Donc en fait, la religion ne défend pas les animaux. Si on regarde strictement les textes, la religion ne les défend pas. Donc peut-être que si la religion ne le fait pas, la société le fait. Alors que fait la société ? On ne peut pas vivre sans règles, hein, sinon on roulerait à gauche, on donnerait une gifle à son voisin parce qu'il l'a mérité, etc. Donc la société, elle va édicter des lois pour que la vie ensemble soit possible. Et parmi ces lois, on va mettre sur un pied d'égalité tous les êtres humains. Donc autrefois, il y avait une différence, hein, il y avait le racisme. Enfin, il y avait même des différences entre le sexe, le sexisme, et puis aujourd'hui, il persiste le spécisme. On considère que les espèces qui ne sont pas humaines, alors il n'y a plus qu'une espèce humaine sur Terre, mais les espèces animales ne bénéficient pas des mêmes droits que l'être humain. D'ailleurs, on dit encore, pour un propriétaire d'animal, c'est son maître. Hein, donc il y a toujours cette sensation de domination qui persiste sur l'animal. On n'a pas changé ça. Mais des philosophes sont revenus à la rescousse. On a parlé de Bentham, et puis d'autres, Peter Singer plus récemment, et lui qui prône la libération animale. D'autres, hein, vous avez entendu Émeric Caron parler de l'antispécisme. D'autres, ils prônent, mais parfois, je pense à lui en particulier, ils nuisent à la cause de l'antispécisme, qui sont parfois extrêmes dans cette démarche. Alors la société, elle, a des mœurs qui changent. L'animal, avant, il était considéré comme un meuble, et heureusement, parce que grâce à ça, il était pouvoir l'objet d'une vente ou d'une exploitation pour son travail, dans un zoo, pour un cirque, pour le plaisir même, on chassait les animaux. Aujourd'hui, il est considéré comme un être sensible, mais la seule chose, c'est qu'on ne peut pas tout faire dessus. Et donc on ne peut pas lui infliger des traitements inhumains. Et en fait, le but, c'est de diminuer la bestialité de l'homme et non pas de donner beaucoup de droits à l'animal. Donc on diminue la bestialité de l'homme et parallèlement, on humanise les animaux de compagnie. Ils sont traités de plus en plus comme un membre de la famille. Donc désormais, il va bénéficier pratiquement, l'animal de compagnie, des mêmes droits que les enfants, même si ce n'est pas dans les mêmes proportions. Donc, aujourd'hui, on est, pour la société, à une humanisation des animaux de compagnie, mais on constate une dérive antispéciste, c'est-à-dire une fourmi égale une vache, égale un être humain, qui n'est pas partagé par tous. Alors on peut se dire que pense la profession vétérinaire de ça ? La profession vétérinaire a un code de déontologie qui exige que l'on fasse des soins conformes aux données acquises de la science, et on a donc une obligation de soins, et une obligation de soins de qualité, et même de bonne qualité, puisque les données acquises de la science nous disent que si on suspecte une tumeur du cerveau, il faut faire un IRM. Bon, il n'exige pas pour l'instant une chirurgie, mais voilà, on est de plus en plus exigeant pour se coller aux avancées scientifiques. Il y a une évolution dans les mœurs, hein, mais aujourd'hui, on ne peut plus... on est encore libre de beaucoup de choses, mais beaucoup de choses sont réservées à des spécialistes, ou tout au moins, il faut proposer l'accès à ces spécialistes. Et on pourrait se demander si les soins que prône la profession ne sont pas indécents quand on voit la misère qu'il y a ailleurs partout dans le monde, on va dire au Sahel, parce que c'est l'usage de parler du Sahel quand on parle de misère, des famines, et on dit pourquoi Kiki il a droit à son scanner dans les 24 heures alors que ma grand-mère qui a un cancer n'aura son scanner que dans 3 mois. Et pourquoi avec les soins que fait à ce chien on pourrait nourrir tout un village d'Afrique. Il faut se dire que c'est pas parce qu'on ne fait pas ces soins à ces animaux de compagnie que le village d'Afrique
va avoir à manger ou que la mamie passera plus vite à son scanner. Malheureusement, les choses sont indépendantes. Les gens gagnent leur argent et le dépensent comme ils veulent. Donc aujourd'hui, la profession impose de proposer des soins de qualité, mais impose pas de les faire. Alors le vétérinaire est le quatrième acteur de cette relation de soins. Et lui, il va imposer les pratiques. Alors, je vais être parfois sévère avec le vétérinaire, mais sous le prétexte d'une qualité de soins, il va exercer son autorité esculapienne. Esculape, c'est le dieu de la médecine, et il avait une puissante autorité. En fait, aujourd'hui, une autorité, il n'y a pas plus puissant qu'un médecin. Et aujourd'hui, personne ne conteste la décision d'un médecin. C'est une réminiscence du temps où les médecins étaient des sorciers, investis d'un pouvoir magique, et ils ont autorité sur tout. Et cette autorité est basée sur deux choses. L'autorité sapentielle, donc le savoir, au plus il en sait, au plus c'est valable, d'où la nécessité de recourir au spécialisme. Et la deuxième chose, c'est le charisme, c'est-à-dire cette capacité à montrer que ses connaissances sont adaptées à la situation. Et de ce fait-là, il va l'utiliser, son charisme, son savoir, pour imposer des pratiques. Il faut lui donner tel comprimé. Vous devez faire tel examen complémentaire. Et parfois insinuer un sentiment de culpabilité. Donc cet animal qui était venu pour euthanasie, il va devoir passer par la case examen complémentaire pour obtenir l'euthanasie qu'il était venu légitimement chercher. Et le consentement est un peu biaisé puisque le propriétaire finalement est obligé de consentir s'il veut obtenir ce qu'il est venu chercher. Le seul échappatoire qu'il a, c'est le refus en disant « je n'ai pas les moyens ». Mais il faut se dire que des fois, les actes que font les vétérinaires, en particulier en soins intensifs, pourraient être assimilés à de la torture s'ils n'étaient pas légitimés par un acte médical. Voilà, si vous piquez un animal sain, que vous mettez un tuyau dans le ventre, un tuyau dans le thorax, un tuyau, les ponctions partout, vous dites c'est inhumain de faire ce genre de choses. Mais dès qu'il y a une légitimité médicale, ça devient valable. Je pense que non, que ce n'est pas parce qu'il y a une légitimité médicale qu'on doit faire 5 ponctions dans la nuit à un animal qui n'en a pas besoin, pour savoir quoi, pour ne pas changer le traitement. Malgré tout, les propriétaires ont une grande estime de leurs vétérinaires. Ils peuvent ne pas accepter une prescription pour eux-mêmes, celle de leur médecin, mais ils vont l'accepter. Ils vont estimer qu'elle est absolument valable pour leur animal de compagnie. Ils veulent bien diminuer les chances pour eux, mais en aucun cas pour l'animal de compagnie. Le vétérinaire est quand même très, très bien perçu par le propriétaire. D'où l'avant-dernier acteur de cette relation, c'est le propriétaire lui-même. On dit « le propriétaire a voulu que », donc j'ai fait cet examen. Voilà, à chaque fois, je suis surpris. Le propriétaire a voulu que tu doses les acides biliaires. Je suis quand même surpris qu'il te demande de doser les acides biliaires. Oui, non, mais voilà, je lui ai expliqué. Il m'a dit que c'est ça qu'il fallait faire. Non. Et donc, il faut se demander dans quelle position est le propriétaire. On disait autrefois, moi quand je suis rentré à l'école, on disait l'animal est là pour servir l'être humain, et il a perdu sa vocation avec l'animal de compagnie, et le vétérinaire a aussi perdu sa vocation. Autrefois, il soignait des vaches qui étaient un gagne-pain, des vaches ou des chevaux qui étaient des gagne-pains, mais aujourd'hui, c'est plus ce qu'on fait, puisque les animaux de compagnie n'ont plus cette vocation à tirer des charrues, à donner du lait, ou que sais-je. En fait, si. L'animal est là encore pour l'être humain, mais il est là pour supporter les états émotionnels de l'homme. Et en ce sens, nous sommes encore là pour finalement aider le propriétaire de cet animal, autant que pour soigner l'animal lui-même. Donc, pour soigner cette relation, on a le devoir de leur offrir les meilleurs soins, puisque l'animal apporte de l'apaisement. Cet apaisement apporte de l'attachement, puis de la dépendance. Si jamais on le prive de cet animal de compagnie qui rend apaisé, eh ben on a un propriétaire qui est en crise de manque affectif, qui est en crise de manque. Donc en fait, on soigne autant le propriétaire qu'on soigne l'animal. Et moi, j'ai souvent
coutume de dire, quand le propriétaire veut plus de son chien, mais je n'ai pas à le soigner à son encontre. Il y a 2 jours, un propriétaire vient pour un piomètre. Il vient pour abattement, on diagnostique un piomètre. Il dit non, je n'ai pas les moyens de le faire opérer. Je demande l'euthanasie. J'ai un refus de mes jeunes collaborateurs de faire l'euthanasie. Il dit non, le propriétaire ne veut plus de son chien, il est âgé, il n'a pas les moyens, on ne va pas lui priver de l'ensemble de ses revenus, du peu qu'il a de revenus, pour soigner un chien âgé s'il n'en veut plus, il n'a plus de finalité, au moins avec ce propriétaire. Sauf si quelqu'un veut l'adopter tout de suite, mais en l'occurrence, il a perdu sa relation, sa raison d'être première, qui était être le compagnon d'un être humain. Alors, dans ce sens, les soins intensifs ont un intérêt. D'abord, ils vont sauver des animaux, en soi, donc on sauve des vies, et ensuite, ils vont permettre aux propriétaires de d'initier un travail de deuil, c'est une préparation au deuil, puisque les canaux d'attachement vont s'étirer, et on va se rendre compte qu'on est capable de vivre loin de son animal, puisque pendant ces quelques jours d'hospitalisation, on n'est plus avec lui, on n'est plus à ses côtés. Je ne dis pas qu'on l'oublie, mais on est moins proche, et on en a une image dégradée qui n'est pas celle que l'on veut garder, et on est prêt à passer dans les différentes étapes du deuil. On a eu la sidération au début à l'annonce de la mauvaise nouvelle, on a eu le déni, on ne veut pas y croire, mais pendant toute cette phase d'hospitalisation, on va commencer le travail de trépas avec l'acceptation. On se confronte à la réalité de la maladie, on voit l'animal avec des tuyaux partout, qui n'est pas l'animal qu'on a l'habitude de voir. On vit sa peine, il faut que les gens pleurent devant vous. C'est pas choquant, ça choque personne, je pense. Mais le message est regardez comment je l'aimais puisque je suis triste. Et puis on fait des rituels funéraires, on ramène des jouets. J'ai souvenir que quelqu'un disait la première civilisation d'Homo sapiens, c'est quand on trouve les premières tombes. Et en fait, aujourd'hui, on revient là-dessus, on dit c'est pas les premières tombes, c'est d'avoir trouvé le squelette d'un être humain avec une fracture du fémur consolidée. Ça veut dire que tout un groupe humain s'est réuni pour aider l'autre, pour le soigner et lui permettre de cicatriser. Jamais un animal, un être humain n'aurait pu survivre à ça. Donc des soins et l'accompagnement ont permis à la survie de cet individu. Donc voilà, l'intérêt de nos soins, c'est d'aider le propriétaire dans son travail de trépas pour l'acceptation. Alors on peut se dire que quand même, on ne va pas l'oublier, notre dernier acteur, c'est l'animal de compagnie, et c'est ce qui motive les soignants à s'investir, à y consacrer notre journée. Mais si vous interrogez un jeune vétérinaire, pourquoi tu veux faire vétérinaire, il va vous répondre, parce que j'aime les animaux. Ce qui motive les soignants, ce n'est pas seulement soigner un animal, c'est d'abord les cas médicaux. Et moi, je vois tout le temps des jeunes qui disent « Ah, ça, c'est un beau cas. » Oui, mais je te rappelle qu'il va mourir dans 2 heures. Oui, c'est un beau cas. Et là, en fait, c'est la médecine qui passionne nos étudiants. Ce n'est pas sauver des animaux, c'est la médecine. De temps en temps, effectivement, il y en a à sauver, et c'est fort heureux. Mais ce n'est pas la motivation première, c'est d'abord l'enquête que constitue le diagnostic et puis le soin qui va permettre de sauver quelques-uns. La conséquence pour l'animal, il va se retrouver à être l'objet d'investigations importantes. Il va se retrouver à passer la fin de sa vie dans une cage, alors qu'il aurait pu la passer chez ses maîtres, avec des ponctions, des prises de sang qui seraient considérées comme de la maltraitance s'ils n'étaient pas justifiés par une maladie. Donc, il faut garder à l'esprit que l'animal de compagnie a une très belle vie. Vraiment, franchement, j'envie mes animaux de compagnie. Ils font rien la journée. Ils mangent, ils dorment. Bon, il leur arrive pas grand-chose, mais il leur arrive. La seule expérience désagréable qu'a un animal de compagnie, c'est quand il va chez le vétérinaire. Donc pensez-y. Malheureusement, il y a parfois trop de soins qui sont faits. Là, souvent, on se dédouane en disant j'ai fait la morphine. Voilà. Moi, je suis maintenant, j'ai contribué, je pense, à généraliser l'utilisation de morphine il y a 20 ans, mais je ne suis pas déçu. Mais aujourd'hui, je freine des cas de fer
c'est comme ça qu'on dit, oui, quand je vois l'utilisation systématique de morphine à tous les animaux, je dis voilà, mais pourquoi tu lui as fait la morphine? Il n'y avait aucune raison. Un AINS, le paracétamol aurait bien suffi, pour un chien bien sûr, aurait bien suffi. Et non, aujourd'hui on a l'impression qu'on fait notre première étape de travail parce qu'on a soulagé la douleur et donné un morphinique. Alors que le morphinique va parfois provoquer des nausées, des vomissements, retarder finalement la reprise d'alimentation spontanée et faire des bradycardies, des hypotensions, etc. Donc la gestion de la douleur n'est pas l'alibi qui justifie tous les comportements. On en arrive donc à déplorer, je déplore l'hypermédicalisation. La raison, c'est qu'on a peur de ne pas identifier certaines maladies. On a peur qu'on nous le reproche, mais ce n'est pas notre sévérité, par exemple, au sein du service d'urgence, parce que nous n'exigeons pas un diagnostic précis dans la nuit où l'animal est reçu. C'est le travail des gens de l'équipe de jour. Mais on voit des animaux qui ont subi beaucoup d'examens complémentaires. Peut-être a-t-on peur d'un retard dans le traitement, mais le corollaire de ça, c'est qu'on va avoir des dépenses qui sont considérables, parfois considérables, en oubliant parfois que le propriétaire gagne à peu près 5 fois seulement dans le mois la facture qu'on va lui demander. Voilà, qui dit surdiagnostic, dit surtraitement, et de ce fait-là, mobilisation des coûts, des ressources, des souffrances pour les patients et des souffrances psychologiques. Alors, rapidement pour conclure, voilà un border collie qui convulse, première crise d'épilepsie majeure, gigantesque, ingérable au Valium, ingérable aux molécules conventionnelles, donc on fait des barbituriques, mais pendant 7 jours il est dans un coma barbiturique, et donc il fait une phlébite, ce qui est classique avec les barbituriques, quand il passe un temps soit peu en périveineux. Et finalement, la phlébite est tellement grave qu'on en arrive à l'amputation. Et puis, le fait d'être dans le coma, et peut-être alors qu'on est bienveillant de ce côté-là, les yeux ont pu sécher, il a un ulcère profond, il subit une énucléation, à un moment donné, donc on dit ça suffit, ce n'est plus un chien qui est en face de nous, c'est une douleur, et on avait ni plus ni moins qu'un animal qui était, au départ on était dans une logique comme pour un enfant, parce que c'était des propriétaires sans enfants, et puis après la raison veut qu'on arrête ses soins. Deuxième situation, on a un chien qui se fait attaquer par d'autres et qui a une hémorragie massive et il subit plusieurs transfusions, une CIVD et plusieurs transfusions, 9 transfusions, 2 fois et demi son volume sanguin. Je vous rappelle que d'habitude on transfuse un dixième du volume sanguin, 2 fois et demi son volume sanguin et donc qu'est-ce que vous pensez de la pertinence de cet acte? Alors, on ne peut pas faire le débat ici. Des gens vont me dire, est-ce qu'il a vécu? L'éthique ne peut pas se résumer à ça, parce qu'une action n'est pas juste selon son résultat. On dirait, l'action est juste puisqu'il s'en est sorti, elle n'est pas juste s'il ne s'en est pas sorti. Mais dans ces cas-là, plein de cancers du sein il n'est pas éthique de traiter plein de cancers du sein. D'ailleurs, il faut se poser la question. Quand on a un cancer du sein chez la femme qui, quand il est traité, donne 1% de survie, et 99% d'échecs. Il faut se rendre compte qu'on a infligé un traitement désagréable à 99% des femmes, sans bénéfice pour elles, pour le pourcentage qui aura un bénéfice. Le problème, c'est qu'on ne sait pas lesquels, mais il faut voir qu'on altère la fin de vie de 99% des autres. Et là, c'est ce que je reprochais. Trop d'efforts ont été mis sur cette réa, et probablement aux dépens d'autres. Troisième cas ici, les gens qui demandent une transplantation rénale sur un gros chien. Et ce qui a beaucoup choqué les gens, alors on a réalisé cette transplantation, c'est le prix qu'ils étaient prêts à mettre dans la prise en compte de l'immunosuppression. Ce chien est mort rapidement, mais les propriétaires étaient prêts à payer 2 000 € par mois pour les immunosuppresseurs, ça ne posait pas de problème. Et là, c'est l'idée qu'on se fait de ce qui doit être fait et arrêté, mais les choses changent. Aujourd'hui, quand quelqu'un a réalisé une transplantation rénale à Lyon, il s'est
il a reçu une plainte de l'ordre des vétérinaires par 40 vétérinaires des alentours. Mais par ailleurs, quand des soins sont faits à 10 000 € dans des grandes cliniques, ça ne choque personne. Voilà, le soin n'était pas très différent de beaucoup d'autres. Je parle de ce chat. Et puis ici, un chien qui est myopathe, qui est traité pour sa myopathie. Et ce sont des traitements innovants, hein, c'est de la thérapie génique ou cellulaire, c'est des traitements spéciaux pour des enfants, destinés à être appliqués à des enfants. Et puis, à cause des immunosuppresseurs, il fait une diarrhée et une intussusception. Une première, il est opéré, puis une deuxième. Et la question se pose, est-ce qu'il faut l'opérer ? C'est pas grand-chose de faire ce type de chirurgie, mais on se dit, oh, le pauvre, il a déjà subi sa maladie, parce qu'il est né avec, hein, on les fait naître avec ça, et il a déjà subi l'opération. Mais là, on regarde les acteurs, et c'est la société, entre guillemets, qui est demandeuse de ce type de chien, parce qu'elle demande ça pour les enfants atteints de myopathie, et si ce n'est pas lui, c'est un autre chien qui va devoir subir tout l'ensemble des processus pour que l'essai clinique soit validé, pour qu'il soit enfin réalisé sur des enfants. Donc voilà, l'éthique, vous regardez qui est le bénéficiaire des soins, et vous avez probablement la réponse. Voilà, j'espère ne pas avoir trop abusé de votre temps, et je suis disponible maintenant pour les questions s'il y en a.